La 8e édition du Festival d'histoire interdisciplinaire L'Histoire à venir se tenait du 15 au 18 mai 2025 à Toulouse et la région Occitanie autour de la thématique « À l'écoute ». Nous vous proposons d'entendre l'une de ces rencontres et tables rondes dans le cadre de la sous-thématique pérenne « Histoire et démocratie ». Bonjour à toutes et tous. Il était une fois des personnes qui avaient envie de faire quelque chose ensemble, de la librairie Ombre Blanche, du théâtre Garonne, des éditions Anacarsis et de l'université Toulouse-Jean Jaurès. Et ils se l'ont fait. C'est ce festival qui se déroule en ce moment, le festival L'Histoire à venir, qui nous donne l'occasion d'être réunis aujourd'hui. Merci à la librairie Ombre Blanche qui nous accueille. Cette année, le festival a comme thématique le sonore. Vous avez un programme qui est riche, 85 rencontres. Vous en avez peut-être déjà écouté, justement, et participé à certaines de ces rencontres. Peut-être me présenter, je suis Adeline Grand-Clément et je suis professeure d'histoire grecque à l'université Toulouse-Jean Jaurès et membre du comité de rédaction de ce festival. Et aujourd'hui, pour travailler sur cette thématique, alors il y a la thématique du sonore et puis dans notre festival, on a aussi une thématique qui s'appelle Histoire et démocratie. Et puis après tout, notre festival, il s'appelle L'Histoire à venir. Et là, aujourd'hui, on est pour parler d'un livre qui s'appelle Perspectives terrestres d'Alessandro Pignocchi. Et on est bien dans cette idée d'une perspective. On va en fait... pendant cette séance, peut-être parler un peu du livre, mais surtout parler de ce qu'on peut faire. Et ça fait du bien, je dois le dire, parce que des livres sur les constats relatifs aux ravages écologiques, à la situation désespérante dans laquelle on se trouve, ça on en a. On a les rapports du GIEC qu'on peut lire, les résumés, on a un grand nombre d'études. Hier, on avait une rencontre où on parlait de toutes ces études des ornithologues qui documentent l'effondrement de la biodiversité aviaire en collectant des données sur l'évolution des paysages sonores et leur appauvrissement dans les campagnes en particulier en raison des biocides. Et voilà, il est peut-être temps aussi de trouver un peu des voies, des horizons ensemble, et on va essayer de le faire aujourd'hui avec Alessandro Pignocchi. Alessandro Pignocchi, je ne vais pas le présenter de manière classique. Ça a été fait déjà à une rencontre qui a eu lieu ce matin. On a fait une très belle rencontre à la librairie Fleury où on a évoqué un certain nombre de questions liées aux pratiques communautaires, à comment on décide ensemble. Il a été question aussi de la trajectoire d'Alessandro. Donc moi, ce que j'en ai retenu surtout, c'est que c'était au départ un ornithologue intégriste, en fait, dès sa tendre enfance. Et je pense que c'est quelque chose qui le... Alors, il nous dira si ça le caractérise encore beaucoup aujourd'hui, mais en tout cas, ce qu'il en a fait, il l'a transformé en une capacité avec ses aquarelles, à nous émerveiller avec ses mésanges et autres oiseaux, outardes et compagnie, qu'il dessine dans ses romans graphiques, depuis Anent, La composition des mondes, Ethnographie des mondes à venir, qui est aussi ce dialogue avec Philippe Descola, et qui est entremêlé d'un certain nombre de planches, tout comme dans Perspectives terrestres, qu'il a là écrit seul, qui n'est pas un entretien avec Philippe Descola comme le précédent, mais dans lequel on retrouve également ces planches. Et donc, ornithologue intégriste, une formation également de psychologie cognitive, et donc cette réflexion aussi sur ce que peuvent être des mécanismes. Il y a en ce moment une rencontre autour de la question aussi des pulsions au Théâtre Garonne, donc peut-être qu'on en reparlera. Mais de cette première orientation aussi avec la philosophie, il en est venu à fréquenter davantage des anthropologues et des collectifs qui essayent d'expérimenter
ici en France d'autres manières de se connecter avec des territoires, avec des humains et des non-humains. Et donc ça, on aura également l'occasion d'en parler. Donc voilà un peu son parcours, peut-être dire qu'il a vécu à Bois-le-Roi, ce qui explique que dans sa cosmologie du futur, on a un anthropologue Givaro qui va étudier plus spécifiquement cette petite poche de résistance du naturalisme à Bois-le-Roi, pour voir un peu ce que c'est que cette chose bizarre, hein, qui est la conception occidentale de la nature. Tandis que le reste du monde, et y compris l'État français, a basculé du côté de l'animisme. Et donc on retrouve des figures familières, évidemment, Emmanuel Macron, mais d'autres, et des planches qui, en plus, certaines ont été faites à différents moments, donc on retrouve différents personnages. On a aussi des perspectives avec l'arrivée au pouvoir, comme Premier ministre de Mélenchon. Donc je vous renvoie ici à la lecture du livre. Ce que je voudrais souligner pour ensuite lancer un peu la discussion avec Alessandro, c'est aussi la joie qui peut se dégager de la lecture de ce livre, et je trouve que ça c'est important. La joie, elle est souvent mise à l'honneur dans ce que nous dit Alessandro, et on rit en lisant ces planches, et ça c'est aussi quelque chose dont on a besoin. Donc peut-être pour lancer un petit peu la discussion autour de ce livre, je voulais que tu nous rappelles, mais brièvement, peut-être quelle est la perspective que tu dessines, qui n'est pas l'idée de tout miser sur la voie des urnes ou de tout miser sur le grand soir et la grande révolution, mais d'essayer de frayer une voie intermédiaire. Donc quelle perspective pour nous? Ouais, mais c'est très bien. Comme ça, je vais faire un espèce de survol de la proposition politique générale, et ensuite on vous donnera, si ça vous va, assez vite la parole, parce que je dois dire que c'est assez délicat, et un peu, on se sent assez vite ridicule et dérisoire à parler tout seul et à faire une proposition par les temps qui courent. En fait, on avait assez vite l'impression désagréable de tourner dans le registre du discours, et que le discours s'éloigne de plus en plus de la réalité. Et là, dire on va prendre des territoires, reconstruire des formes territorialisées quand, j'en sais rien, la Chine multiplie par 2 son arsenal nucléaire, que l'État américain montre le pouvoir d'une alliance entre État et oligarchie mondiale, toutes ces choses qui nous font, on se sent si dérisoire, si ridicule à parler de ça, que pour atténuer un tout petit peu cette sensation de ridicule, c'est plus simple d'échanger avec la salle que de parler tout seul, d'autant plus que quand même la proposition à un certain niveau d'abstraction générale, c'est quand même d'étendre les réseaux de solidarité territorialisés, de pratiquer la mise en réseau entre des initiatives qui sont toutes très vertueuses, mais pour l'instant assez explosées les unes les autres. Et quoi qu'il en soit, œuvrer à ça, œuvrer à la mise en réseau. Les soulèvements de la terre sont en train de devenir de plus en plus un organe de mise en réseau qui essaye de faire le lien entre le monde associatif, des mouvements paysans, des mouvements dans les quartiers qui œuvrent un peu tous dans leur coin, et il s'agit d'inscrire toutes ces initiatives-là dans un projet politique global. Et c'est un peu l'objet de mon livre, de contribuer à l'élaboration de cette hypothèse générale qui peut faciliter, fluidifier un petit peu la mise en réseau entre des initiatives politiques qui, pour l'instant, sont assez disparates, et qui peuvent souffrir aussi de cet isolement. Dans le monde associatif, notamment, les gens ont souvent la sensation de se battre comme ils peuvent pour atténuer un tout petit peu le malheur à toute petite échelle, tout en ayant l'impression de finalement presque contribuer à maintenir en place le système de domination qu'ils espéreraient voir s'effondrer. Et quand ces personnes-là arrivent à s'intégrer à un projet politique global, ça a tendance à embellir et à transformer leur existence. Donc pour être un tout petit peu raccord avec ça, ça semble assez logique de donner la parole pour poser des questions ou partager des expériences et des initiatives qui pourraient avoir lieu ici. Alors c'est sans doute plus simple dans les festivals qui ont lieu en milieu rural, avec des initiatives territorialisées un peu plus claires, mais sans doute qu'en ville, c'est possible aussi. Donc voilà, c'est l'heure de la sieste pour nous aussi, mais du coup, ça va nous aider de vous donner la parole assez vite. Et de toute façon, on déroulera à peu près la substance des choses qu'on a envie de dire, mais dans un échange. Et cette histoire
essayer de se fédérer de façon un peu plus solide et un peu plus complexe et avec des entités un peu plus diverses à l'échelle territorialisée. Quoi qu'il en soit, ça peut pas faire de mal, quoi. Au pire, ça sert à rien parce que les forces contraires seront telles qu'on sera de toute façon dévasté. Mais que ça soit l'aggravation de la crise écologique, que ça soit l'installation d'un fascisme mondialisé, que ça soit le mélange des deux, ce qui est en train de se dessiner, ou à l'inverse, la prise de pouvoir surprise d'un gouvernement qui ne nous soit pas trop hostile, dans tous les cas, ça sera une bonne idée d'être capable de s'organiser territorialement entre des gens un peu différents, et notamment des gens qui essayent de faire un effort pour construire un peu d'autonomie matérielle, quoi, notamment au minimum alimentaire. Quoi, le fait d'avoir même des capacités très modestes de se nourrir en dehors du marché, ça donne un sentiment de puissance politique. Ou en tout cas, ça atténue la sensation d'impuissance. C'est quelque chose que je pense beaucoup de militants ont vécu, où tu passes une journée exaltante de mobilisation et le soir, tu dois aller faire les courses au supermarché pour te nourrir et tu te fais, mais en fait, on est vitalement dépendant des structures qu'on essaye d'affaiblir. On est pris dans un paradoxe qui est insoluble, quoi. On ne peut pas prétendre affaiblir ces choses-là alors que dans chaque recoin les plus élémentaires de notre existence, on en est dépendant. Et donc, quand on atténue un tout petit peu cette dépendance, même de façon symbolique, ça suffit à en puissanter. Donc pardon, vas-y. Non, mais si tu veux continuer encore un peu, sinon j'allais reprendre simplement pour dire que on va pas attendre. Donc l'idée c'est de pas attendre le grand soir parce que voilà, on sait pas. C'est pas de pas délaisser totalement les urnes en gardant quand même à l'idée d'un État. Ouais. Non, mais vas-y. Mais donc oui, j'y viens effectivement. C'est que l'autre facette de la proposition, enfin, elle a plusieurs. Disons la proposition à laquelle j'y arrive, c'est la convergence de deux chemins, un qui procède par l'analyse des affects, enfin une analyse, un survol et des hypothèses empiriques qui valent ce qu'elles valent sur ce que seraient un certain nombre d'affects, de désirs, d'angoisses qui traversent l'époque, et une autre analyse plus classique qui touche à notre situation politique générale, et notamment le constat de la fin de ce qu'on appelle de façon générique la social-démocratie, et qui a un projet politique qui s'est installé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, en gros, et qui consiste à développer les forces productives grâce à la dynamique, à la mécanique capitaliste, tout en organisant par l'État une forme de redistribution. Et dans le mythe social-démocrate, la redistribution provient de la bonne volonté paternaliste de l'État qui veut le bien de son peuple. Et l'équilibre viendrait de là. On augmente la production globale de richesse et on en organise une forme de redistribution tout en maintenant un niveau d'inégalité assez conséquent, mais néanmoins le niveau de vie matériel augmenterait pour tous. Et on est encore tous pris dans ce mythe-là et dans cette idée-là qui a été très structurante pour tous les gens qui ont grandi, de la part peut-être les nouveau-nés qu'il pourrait y avoir dans cette salle, mais il y en a peu. Pour les autres, on a tous été forgés par cette idée-là. Et il se trouve que l'équilibre social-démocrate qui a en partie fonctionné, cet équilibre-là, ce compromis-là, ne venait pas du tout d'une bonne volonté paternaliste de l'État comme le veut le mythe, mais du fait qu'il y avait un certain équilibre, même si le capital était très vite après la Seconde Guerre mondiale était en position de force, mais néanmoins les travailleurs étaient relativement organisés, des forces syndicales relativement puissantes avec des velléités révolutionnaires qui faisaient peur aux classes possédantes. Évidemment, le bloc de l'Est, dont l'oligarchie redoutait la diffusion des idées, des liens entre la classe paysanne et la classe ouvrière qui permettaient de maintenir des grèves relativement solides. Tout un tas de dispositions qui permettaient aux classes dominées d'arracher des concessions et qui ne sont plus en place, quoi. Ces conditions-là ne tiennent plus. C'est-à-dire que à la fois, le pouvoir de l'oligarchie s'est largement renforcé, notamment par la libéralisation des flux internationaux de capitaux qui leur permettent de mettre des États à genoux quasiment sans rien faire, quoi, juste par des mouvements spontanés de capitaux. Le fait que les solidarités populaires, les mouvements ouvriers ont été complètement disloqués. Il y a plein de lignes de fractures qui les traversent en tous sens. Le bloc de l'Est s'est effondré. Les partis communistes, vous savez à quoi ils ressemblent aujourd'hui. Et tout ça fait que cet équilibre ne tient plus et que l'idée d'avoir comme perspective un aménagement progressif du capitalisme juste n'existe plus dans le champ des possibles, quoi. Et sa version écologiste, où on va atténuer les méfaits du capitalisme sur des critères écologistes, moins encore, quoi. Cette idée-là, vraiment, pour avoir une certaine efficacité militante, il faut prendre acte que ça, c'est terminé. Et qu'en plus, le point que je rajoute, c'est que l'état d'esprit de la classe dominante s'est significativement transformé. Que c'est pendant le XXe siècle, les dominants pouvaient se dire
l'amélioration générale du bien-être matériel, c'est un outil de gouvernance, ça va contribuer à faire tenir tranquille la population, et l'idée d'accroître le bien-être matériel global pouvait être une perspective à laquelle les grands dominants croyaient, et aujourd'hui la crise écologique balaye cette possibilité-là. Maintenant, c'est vraiment la disposition psychique qui domine dans la psyché des grands dominants, c'est de se mettre à l'abri, c'est de renforcer leur domination et de se protéger le plus longtemps possible des effets de la crise écologique et de toutes les crises sociales, politiques, et donc quitte évidemment à verser dans le fascisme ou le libéralisme autoritaire le plus dur pour se mettre à l'abri le plus longtemps possible. Donc on acte que la social-démocratie s'est terminée, sauf que, comme tu disais, si on prend acte que ça c'est fini, il ne reste pas grand-chose dans le paysage politique, et on a l'impression qu'il ne reste que le renversement révolutionnaire global ou la prise de pouvoir par les urnes d'un gouvernement qui voudrait aller vraiment au clash avec le monde de la finance. Et donc, moi, j'essaye de dire, bon, d'une part que je vais pas besoin d'argumenter des heures pour dire que même si le renversement révolutionnaire, c'est une perspective géniale, il faut continuer à la penser et à se projeter. On ne peut pas tout miser là-dessus, c'est un peu risqué, surtout vu l'état de déréliction dans laquelle se trouvent nos capacités d'organisation collective. C'est dur de tout miser sur un renversement global et un processus de réinstitutionnalisation qui reprendrait tout à zéro. Il y a peu de chances que ça se passe bien, surtout dans un paysage de fascisation. La prise de pouvoir par les urnes, pareil, c'est délicat de tout miser là-dessus, parce qu'un gouvernement qui irait vraiment au clash avec le monde de la finance se ferait renverser très facilement et très rapidement, ne serait-ce que sur en raison de, aux États-Unis, évidemment, quand on a l'économie nord-américaine, c'est moins brusque, mais en France, un gouvernement qui déciderait de vraiment s'en prendre aux intérêts des grands financiers, il lui arriverait ce qui est arrivé à d'autres gouvernements, la Grèce notamment, c'est-à-dire une impossibilité à se maintenir en place. Et donc, en partant de ce constat-là, je propose une hypothèse qui essaye de renouer avec le gradualiste, avec une forme de progressivité, de dire on ne va pas attendre ni le grand soir, ni une prise de pouvoir, on va essayer de penser quelque chose qui peut commencer à se mettre en place maintenant, mais qui ne consiste plus à aménager le capitalisme, qui prend acte du fait qu'il n'est plus aménageable, qu'il ne fait plus aucune concession et qu'il a les moyens de ne plus en faire. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de commencer à construire pas à pas un à côté du capitalisme, sachant que la pierre fondamentale sur laquelle le capitalisme repose, c'est la dépossession des moyens de subsistance, vu qu'une économie de capitaliste, pour fonctionner, a besoin d'un marché du travail, bien sûr, mais surtout de gens pour l'alimenter, c'est-à-dire d'un prolétariat. Et un prolétariat, c'est des gens qui n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins par eux-mêmes et qui doivent, pour se nourrir, vendre leur force de travail. Et donc, pour commencer à défaire cette dépendance à la base, il s'agit de reconstruire des capacités matérielles et politiques autonomes, c'est-à-dire on reprend quelques marges de liberté, quelques marges de mouvement, quelques marges de manœuvre à l'égard du marché et des grandes institutions, et ce qui veut dire se reterritorialiser, reprendre en main des terres, alors soit en mode ZAD, mais bon, évidemment là non plus on ne peut pas compter là-dessus parce que le rapport de force militaire est un peu trop déséquilibré pour qu'on passe que par là, mais par toutes les initiatives locales de mise en réseau qui vont mettre ensemble des mouvements paysans avec le monde associatif, des mouvements syndicaux et tout ce qui permet de recréer des forces politiques et matérielles, sachant que j'insiste beaucoup sur le fait que l'autonomie politique et l'autonomie matérielle marchent l'une avec l'autre. Une autonomie politique qui se construirait sans autonomie matérielle, ça peut être que très abstrait comme concept, Et donc, et que cette hypothèse-là, encore une fois, quand bien même si un renversement révolutionnaire se produisait, il aurait beaucoup plus de chances de bien se passer si on a des territoires autonomes déjà organisés, où on a commencé à reconstruire ces savoir-faire en termes d'autonomie matérielle et politique. Si un gouvernement progressiste dans le sens qui nous intéresse, c'est-à-dire un gouvernement qui irait au clash avec le monde de la finance, il aurait beaucoup plus de chances de tenir et de maintenir ses dispositions offensives si on a des territoires pour le surveiller et pour l'aider à se maintenir en place. En Bolivie, Evo Morales, quand Evo Morales a pris le pouvoir, il a pu affronter l'oligarchie bolivienne seulement parce qu'il avait des mouvements indigènes extrêmement puissants et organisés sur lesquels s'appuyer. Sinon, il aurait pas tenu. Et donc là, en France, pour l'instant, on n'a pas cette force-là, on n'a pas cette force qui permettrait. Donc, même si on croit à cette hypothèse-là, il nous faudra des territoires un peu plus puissants que ce qu'on a là. Et si en cas de défaite complète sur tous les terrains et d'installation du fascisme, évidemment qu'on sera content d'avoir des îlots de résistance un petit peu autonomes et un petit peu fédérés et capables d'opposer une force politique. Donc,
Ça, c'est la base générale. Peut-être un mot aussi pour dire que l'autre voie, dont pour l'instant j'ai rien dit, celle qui passe par les affects, consiste à dire qu'il y a des affects, notamment liés à l'autonomie et à l'attachement affectif au territoire, qui sont des affects fondamentaux pour l'esprit humain, qui ont été essentiels dans l'histoire de l'hominisation et qui ont été complètement effacés par la modernité dans les derniers siècles, et que donc là, sans doute, qui est en train de frémir dans les subjectivités collectives, un désir, pour l'instant non analysé comme tel et pour l'instant assez abstrait, mais une envie de reprendre en main certaines dimensions de notre subsistance et de créer les possibilités de s'attacher, de se lier, de se sentir affectivement lié à des milieux de vie, à des milieux nourriciers et à des collectifs d'humains et de non-humains sur des territoires. Et donc ces deux portes d'entrée-là convergent vers cette même hypothèse d'essayer d'utiliser tous les moyens à notre disposition, depuis les moyens d'affrontement en mode ZAD jusqu'à tous les moyens les plus légaux, la prise de mairie, le fonds de dotation, l'achat foncier, enfin tout ce qu'on peut pour créer des réseaux d'autonomie matérielle et politique territorialisés. Et c'est important que tu parles de ces deux voies, en fait, parce qu'une des critiques qui a été faite aux penseurs du vivant, c'était de penser qu'on allait tout changer, voilà, c'était une question de basculer dans des types d'imaginaires différents, etc. Mais sans proposition politique et sans trajectoire aussi, et sans penser les blocages et les verrous actuels qui font que c'est pas juste on va penser différemment et ça va mieux se passer, ou on va ressentir différemment, mais ça va avec aussi d'autres éléments qui façonnent complètement et qui d'ailleurs emprisonne nos manières d'agir, en fait. Et tu l'as dit, donc il y a ces questions d'alliance, et moi ce que j'ai bien aimé, c'est cette notion de fluidité et de bigarrure que tu ressoulignes à la fin, parce que chez les Grecs, il y a une notion de poikilia, qui est cette pluralité de couleurs, de matières, de formes, une sorte d'alliance, et qui est un peu l'image du monde aussi, du cosmos, qui est fait de cette variété, et il faut faire tenir tout ça ensemble. Et en fait, dans ton projet, c'est de nouer des alliances avec, et y compris garder la force des syndicats, la force que les syndicats ont eue à un moment, c'est pas l'évacuer en disant ça non, mais c'est aussi des alliances possibles, et donc essayer de bailler large comme tu l'as fait. Et peut-être souligner enfin une des spécificités aussi de ta proposition, c'est donc pour repenser ces attachements affectifs, notamment aux lieux, aux non-humains, et créer aussi entre soi du lien. Tu passes par cette question des rituels, qui évidemment à une helléniste parle énormément, puisque moi quand j'enseigne l'histoire de la religion grecque aux étudiantes et aux étudiants, je leur dis toujours, cette religion, elle relie alors les humains à des entités invisibles parce que leurs existences en dépendent, donc il faut maintenir ces rituels pour établir cette communication. Mais en même temps, ça crée du lien au sein de la communauté elle-même. Ça relie entre humains. Et donc, il y a des phénomènes de résilience parfois après des catastrophes climatiques, écologiques dans l'Antiquité, et c'est valable pour d'autres sociétés non antiques. Des phénomènes de résilience qui sont dus au fait qu'on a fait des rituels parce qu'il y a eu un tremblement de terre, ça a détruit une cité, c'est Poséidon, et on fait des rituels pour Poséidon. Mais quand on fait des rituels pour Poséidon, qu'est-ce qu'on fait? On se réunit et on est joyeux, en fait, dans le monde grec. Il y a cette joie qui est présente. Je dis ça parce que j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Au plaisir des dieux » et où je parle de ces questions de rituels, de sensibilité. Et ce qui est vraiment important, c'est ce plaisir qu'on veut donner aux dieux, mais qu'on se donne aussi à soi-même, ensemble. Et je pense que ça, c'est important parce que dans les propositions, tu parles à un moment, tu fais en fait des propositions très concrètes d'oscillations saisonnières. Par exemple, on peut aussi penser nos modes de vie où on va donner un coup de main quand il y en a besoin, parce que cette question de la subsistance, comme tu l'as dit, elle est juste déterminante, en fait. Elle est liée à l'autonomie. Et chez les Grecs, elle est juste essentielle. Le programme politique, la police, la cité, c'est d'abord un territoire qui est cette chora qu'on cultive et qui permet de subsister, en fait. Et cette communauté politique, elle n'est pas possible sans ça. Et le citoyen, il est aussi petit. Alors, il y a des citoyens plus pauvres qui ne possèdent pas de la terre, mais souvent, on a quand même ce lien fort avec la terre qui explique qu'on est aussi soldat parce qu'il faut la défendre à un moment. Donc, cette joie, ces propositions autour des rituels, c'est aussi ça dont on voulait parler ensemble. C'est que là, il y a plein d'enjeux, évidemment, mais on va en parler, on va voir ce que ça vous évoque, mais l'un d'eux, peut-être le plus délicat, c'est qu'un
on a tous été socialisés, là encore, donc pas seulement dans le mythe social-démocrate, mais aussi dans l'idéologie bourgeoise, et notamment la conception bourgeoise de la liberté, qui associe la liberté à la possibilité de faire à d'autres ce qu'on n'a pas envie de faire, et notamment tout ce qui touche au travail de la terre et à la subsistance, et aussi aux affaires politiques de la cité. Le bourgeois, c'est celui qui peut consacrer son temps à s'occuper du commerce et faire à d'autres, aux paysans et aux politiques professionnelles, tout ce qu'il n'a pas envie de faire lui-même. Donc on a été socialisé, on a grandi dans un monde où on a, bon an, mal an, bien inconsciemment, intégré que un des objectifs premiers de l'existence, c'était de se libérer des activités de subsistance. Donc c'est pas évident de venir avec un projet politique qui vous dit, en fait, là maintenant, les nouvelles dimensions joyeuses, les nouveaux plaisirs collectifs, les nouvelles formes d'intensité de vie, on va les construire dans la reprise en main collective de la subsistance. Ça va à l'encontre de au moins 2 siècles d'idéologie, plus que ça, parce que l'aristocratie aussi faisait faire à d'autres le travail de la terre sous la contrainte des armes, et la bourgeoisie déléguait cette contrainte-là au marché et à l'État, quoi. Et donc, parce qu'évidemment, c'est mignon de dire on va reprendre en main les activités collectives, mais beaucoup de gens vont me dire en fait, j'ai aucune envie de faire ça. Certaines personnes, à un niveau théorique, vont dire oui, c'est vrai que quelques jours par an, ça me ferait sans doute du bien. Et en vrai, ça peut s'en tenir là. Mais idéalement, si on renouait avec des dispositifs collectifs qui embellissent les activités de subsistance, ça serait relativement bienvenu. Et là, il y a encore une dimension qui a été fondamentale dans l'histoire de l'humanité et qui a été effacée très récemment par la modernité, c'est la séparation entre les activités festives et la subsistance. C'est que pendant très longtemps, les deux étaient enchevêtrés. On avait des fêtes des moissons, des fêtes des récoltes, des fêtes... L'ensemble de l'activité rituelle collective était imbriqué dans la subsistance. Et c'est encore une fois, c'est la fête bourgeoise qui est détachée de tout, qui ne se rattache à rien, qui célèbre l'absence de dépendance et qui fait une fête complètement gratuite. Mais pour le coup, là encore, en disant que, avec l'hypothèse sur les affects que je fais, comme quoi la modernité est quand même usée et il y a une usure collective, un état de déprime collective du fait de cette perte, de cette carence en termes d'attachement qui peut se manifester aussi dans ce domaine-là et dans la possibilité de réactiver. Alors le problème, c'est que les rituels, notamment, c'est qu'en général, c'est plutôt des choses qui ont été sédimentées dans le temps et qui se sont construites sur des générations. Donc il y a quelque chose d'un peu paradoxal à dire on va recréer des choses à partir de rien. Mais néanmoins, il y a quand même dans plein de collectifs, notamment sur les ZAD, il y a une réflexion très active sur ça, sur quel genre d'activités collectives joyeuses, festives, vont permettre de donner d'extraire les activités de subsistance du pur utilitarisme, s'il ne s'agit pas juste de se nourrir, mais d'utiliser la subsistance comme prétexte à la création d'un certain nombre de liens d'attachement, entre humains évidemment, mais aussi avec l'ensemble des non-humains, tant domestiques que sauvages, qui peuplent le territoire nourricier et qui contribue aux activités, de façon plus ou moins directe, aux activités de subsistance. Et on se disait hier soir, quand on était malheureusement, on a assez peu d'exemples. Enfin, il y a des tentatives à Notre-Dame-des-Landes, il y a des tentatives dans plein d'endroits, mais quelque chose qui trouve une certaine régularité et qui pourrait tout à fait convenir en milieu urbain, tu vois, d'avoir une tradition de chaque année que des vastes mouvements de population urbaine aillent prêter main forte aux paysans du coin, sachant qu'ils en ont grand besoin. Enfin, quand on parle avec des maraîchers, ils vous disent non, mais même des urbains qui savent rien faire, on est tellement en galère que franchement, quelques jours par an, avoir 50 personnes qui viennent nous filer un coup de main, ça changerait déjà nos existences. Donc là, tout est là pour permettre ça. Il s'agit maintenant de l'instituer, mais on voit tout à fait comment des activités festives, ritualisées de ce type-là pourraient se mettre en place. C'est là. Et voilà, quand vous voulez, vous levez la main si ça vous évoque des choses. Moi, une des propositions qu'on a faites dans un certain nombre de festivals, c'est de dire, en fait, il faudrait ringardiser les festivals comme celui-ci et comme tous les festivals en fait, qui font que des conférences intellectuelles. Il faudrait qu'au moins une demi-journée soit consacrée à aller à 300 personnes filer un coup de main au PA. Alors c'est plus dur quand on tient ce propos-là en ville. Là, j'ai fait une intervention au festival de l'écologie de Die dans la Drôme, où il y a ça s'étale sur une semaine et on est entouré de maraîchers qui crèvent la dalle. Enfin, en plus, là, avec les gelées tardives, c'est l'horreur et vraiment, ça serait
assez simple, semble-t-il. Il y a quelques barrières institutionnelles, notamment le travail déguisé. Bon, il y a quelques petits trucs à surmonter institutionnellement, mais c'est pas du tout. Il y a des gens qui arrivent, c'est pas du tout insurmontable. Et en fait, il faudrait que l'ensemble des petits festivals d'écologie qu'il y a partout en France, et il y en a dans chaque bled de France, vraiment, que ça devienne la norme d'organiser un coup de main aux paysans du coin, sachant que sur les 300 personnes qui iront pendant le festival, il y en aura bien 10 ou 15 qui garderont cette habitude-là et qui s'installera. Donc ça, c'est une proposition qu'on vous soumet. Et une autre à laquelle on parlait hier avec Geneviève Azam, c'est qu'il n'est pas complètement exclu que la lutte contre l'A69 gagne dans pas longtemps, enfin on espère. Et si jamais elle gagne, il va y avoir des terres qui sont déjà à raser, mais pas encore bétonnées, et dont il va falloir trouver un usage, quoi. Et là, ça semblerait assez propice de créer une espèce de fête de la victoire chaque année, où on va moissonner le blé tous ensemble et en faire, j'en sais rien, des crêpes, en tout cas instaurer une espèce de fête liée à la fois à la subsistance et à la célébration d'une victoire collective, quoi. Donc ça c'est des exemples qu'on vous soumet. Je vous signale en passant que une très bonne revue qui s'appelle la revue Sensibilité a fait son dernier numéro qui s'appelle La Fête. Et ça nous rappelle un peu à différents moments de l'histoire cette importance qu'a la fête dans sa dimension collective et souvent nocturne d'ailleurs. Donc il faudrait penser de le nocturne. Donc des modes d'éclairage. C'est sûr qu'on est toujours moins ridicule de nuit avec un feu qu'en plein jour quand on fait ce genre de choses. Alors, le temps que vous réfléchissiez, parce que l'idée maintenant, c'est vous levez la main, vous nous proposez des choses, ça peut aller de la sécurité sociale de l'alimentation à d'autres choses. Oui. Donne les micros, du coup. Il y en a peut-être un... ouais. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je vous avais évoqué la bourgeoisie et justement, je voulais vous poser une question autour des enjeux de classe, autour de ces projets justement d'autonomie, etc. Moi, ça me fait penser à un petit essai, je crois, de Julie Vidal qui s'appelle « Écologie, individualisme et quête du bonheur », dans lequel elle critique le fait qu'à travers l'écologie, en fait, la petite bourgeoisie essaie de reprendre du pouvoir et d'asseoir son pouvoir de classe à travers des projets de type écologique, type jardin partagé, type écolieu, etc. Et que finalement, elle se sépare encore plus de la classe ouvrière et de la classe pauvre et moyenne. Et d'ailleurs, moi j'ai l'impression que c'est aussi à cause de ce conflit de classe, enfin que c'est là-dessus que surfent aussi les tendances fascistes, en opposant un peu la classe bourgeoise avec ces bobos finalement qui rêvent, qui sont hors sol dans une écologie bourgeoise. Et donc je me dis que tout ça ne peut pas marcher si on n'arrive pas à s'allier entre classes, et que si on efface les enjeux de classe dans tous ces projets, on va plus finalement détériorer les choses que voilà. Donc j'espère qu'elle est si dans le livre vous parlez de cet enjeu de classe. Ouais, merci beaucoup. Évidemment, c'est fondamental et il ne s'agit absolument pas d'effacer les enjeux de classe, d'autant plus que je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble que tous les mouvements révolutionnaires qui ont eu un certain succès, et notamment celui auquel on se raccroche tous désespérément, comme notre bouée de sauvetage, à savoir le Chiapas zapatiste, a fonctionné grâce à une alliance entre la classe bourgeoise urbaine et la classe et des classes populaires, notamment paysannes. Et tu as tout à fait raison de dire que toute une partie de l'écologie politique, notamment de gouvernement, a mâché le travail à l'extrême droite pour instrumentaliser la haine, toutes les lignes de fracture culturelle entre le bobo méprisant néo-rural qui connaît rien et le bon sens paysan. Enfin, il y a une liste de ces oppositions-là. Et ce qui est tragique, c'est que à un niveau d'intérêt matériel, cette opposition-là n'existe absolument pas. Elle est vraiment purement construite sur des critères culturels indépendants des intérêts matériels. Et notamment, un des points intéressants de l'hypothèse territorialisée là, que j'ai esquissée, c'est que si on remet tout en haut du prestige social, les activités de subsistance, tout le travail manuel, toutes les activités de cueillette, la connaissance du territoire, les connaissances écologiques, une certaine morale
de la sobriété, on se rattache à des valeurs qui sont beaucoup plus vivaces dans certaines strates des classes populaires qu'elles le sont dans la bourgeoisie urbaine. Enfin, l'économie de la décence, la faculté à se débrouiller, à créer des collectifs territorialisés, en partie autonomes, c'est encore, ça a beaucoup plus, alors pas partout, mais c'est plus vivant, plus dynamique dans certaines couches des classes populaires rurales que dans la bourgeoisie urbaine. Et donc il y a matière, il y a vraiment matière à créer l'alliance. Enfin, quand tu vois les inversions de valeurs qui se passent dans des territoires en lutte, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes par exemple, où d'un coup maîtriser l'électricité, le travail de la terre, ça devient des vertus que vraiment tout le monde recherche. Tu vois que tu as des inversions de valeurs qui sont susceptibles de parler aux classes populaires beaucoup plus que les valeurs qui seraient en jeu dans des luttes écologistes plus abstraites qui ne s'appuieraient que sur des dimensions juridiques, par exemple, ou des propositions de loi, ou qui, elles, nécessitent de maîtriser sur le bout des doigts le langage dominant et qui, de fait, excluent toute personne qui ne le maîtrise pas, quoi. Et là, donc là, l'enjeu, c'est de réussir cette alliance entre... Alors, tu as cité un bouquin que je ne connais pas, mais il y a Écolo mais pas trop de Jean-Baptiste Combi, qui est un petit livre très efficace qui est sorti récemment, qui dit notamment que l'écologie anticapitaliste, pour l'instant, pioche le gros de ses troupes dans la petite bourgeoisie culturelle, c'est-à-dire nous, en gros, j'imagine, en substance, c'est-à-dire un groupe culturel dont le capital, un groupe social dont le capital culturel est plus élevé que le capital économique. Et du coup, on a intégré l'idée que notre capital culturel, celui de nos parents, celui de nos enfants peut-être, n'est pas justement rétribué. Il y a un décalage entre le capital culturel et le capital économique, et ça nous prépare psychologiquement, du coup, à rejeter la réussite économique comme axe de valeur de la réussite d'une vie, quoi, et donc nous prépare à être plus anticapitalistes que la grande bourgeoisie économique, pour qui, elle, la validation économique reste centrale comme valeur de l'existence, quoi. Et du coup, comme ce livre, sans doute, sera lu très principalement par la petite bourgeoisie culturelle, c'est évidemment à elle qu'il s'agit de s'adresser et de formuler de façon extrêmement explicite cette mise en garde que tu viens de faire, de dire c'est à nous d'être extrêmement subtils, de faire de l'anthropologie symétrique et de se prémunir de tout ce qui évoque le mépris de classe. Et malheureusement, c'est très dur de s'en prémunir parce que quand on est dans la position du dominant, on n'a pas du tout, souvent on écrase l'autre sans du tout s'en rendre compte, quoi, et que là, vraiment, il faut un effort très soutenu dans les collectifs militants, notamment, qui essayent de tisser des alliances avec des paysans, des chasseurs, par exemple. C'est un sujet sur lequel on travaille. Il y a le dernier numéro de Fracas qui parle de ça, de l'alliance avec les chasseurs, parce qu'il se trouve que dans le milieu rural et dans les collectifs territorialisés avec lesquels on espère faire alliance, il y a beaucoup plus de gens qui sympathisent avec la chasse qu'avec le véganisme urbain, quoi. Donc il va falloir être capable de prendre ça en compte. Et là, c'est vraiment c'est à la petite bourgeoisie culturelle de faire un très gros effort d'autocritique et de prêter une attention vraiment très soutenue et de chaque instant à tout ce qui peut éveiller tout ce qui peut être perçu comme un acte de domination et un acte de mépris, sachant qu'il y a des territoires sur le plateau des Mille Vaches, par exemple, où il y a vraiment un effort des militants néo-ruraux pour se mêler et être acceptés par les fameux historiques. Et c'est extrêmement complexe, mais ça fonctionne. Et sauf qu'à la moindre gaffe, au moindre truc qui ne va pas... on perd des années de travail. Il y a eu un exemple tragique où il y avait une course de je sais pas quelle, de quad ou de motocross dans une zone Natura 2000. Et donc des militants se sont dit, bon, c'est scandaleux, on va quand même la sbeler un peu. Ils ont tourné des panneaux de signalisation et du coup il y a eu des scènes avec des quads et des motos qui étaient perdus au milieu des champs, qui avaient perdu le tracé de la course, sauf que manque de bol, c'était vraiment l'événement socioculturel du territoire et tous les gens attendaient ça avec impatience, et le fait que des militants s'en soient pris à ce truc, ça a recréé une antipathie. Il y a eu des agressions physiques dans les mois qui ont suivi, sachant que ça avait disparu depuis des années. Enfin, c'est pour dire, il faut vraiment être attentif, le moindre faux pas recrée des divisions qu'il faut ensuite des mois, des années pour recoudre. Et tu parles du monde rural, mais il y a aussi les quartiers. Enfin, Fatima Ouassak, tu la cites d'ailleurs dans le bouquin aussi. Ça se pose en ville, entre quartiers. Oui, et qui c'est on essaye d'alterner hommes-femmes en termes de questions. Donc c'est pour savoir si. Mais c'est pas obligatoire. Hein, c'était juste que faut que ça émerge. Et si ça émerge pas, on a une question ici.
Surtout quand on parle de subsistance, qui est quand même une activité anthropologiquement, on pourra en parler, qui est anthropologiquement connotée comme féminine, ce qui pose d'ailleurs, ce qui explique un certain nombre d'impasses dans lesquelles se trouve l'agriculture industrielle, mais c'est un autre sujet, quoi. J'ai une petite réflexion et une question. Ma réflexion est la suivante. Je fais partie d'une génération d'étudiants militants qui ont participé à la fondation du CIDES, Centre d'information pour un développement solidaire, autour de François d'Oravignon, François Partant, la ligne d'horizon. C'est 1 rue Jouxte Aigues, et nous étions 26 associations à l'époque, et nous avons élaboré des alternatives, résisté de la circulation de l'information. Aujourd'hui, je vous invite à voir le Centre d'information pour un développement solidaire. C'est une boutique de commerce où l'espace qu'on a créé pour l'information, documentation sur le tiers-monde et sur les alternatives et la résistance paysanne sur le Larzac, tout ça, il se réduit petit à petit pour prendre place à la vente des produits latino-américains, certes, de café alternatif, mais la réflexion et les 26 associations ne sont plus là. Donc voilà, nous sommes dans une situation où nous avons opté pour les cadres théoriques de la décroissance dans la ligne d'horizon de François Partant et François d'Oravignon, et nous sommes là dans d'autres alternatives que vous venez de dire. Donc ma question est la suivante. Plus récemment, il y a ma participation au soulèvement de la terre il y a 2 ans sur le plateau de Larzac avec Hervé Haute qui nous a quittés récemment. La question qui s'est posée autour d'une autre réflexion de Edgar Morin que je vous soumets, il dit que nous avons échoué à combattre le capitalisme. L'heure est venue pour, vous avez utilisé l'expression les îlots de résistance, mais à la différence de vous, Edgar Morin dit pas de coordination entre les îlots de résistance dans une perspective à moyen terme, parce que ça va créer une bureaucratie de coordonner les réseaux de résistance, etc. Donc qu'est-ce que vous pensez du développement des îlots de résistance, d'un mode de vie qui rend, même sur l'alimentation type marché, etc. Merci. Okay, merci, c'est intéressant. Moi, je ne connaissais pas cette critique-là, parce que la critique qu'on entend le plus souvent, elle est exactement symétrique à celle-ci. C'est de dire vos îlots de résistance, c'est bien mignon, mais ça n'est pas à l'échelle. C'est-à-dire vous allez faire des petites communautés à planter des légumes bio entre vous, mais face à un phénomène aussi massif que le capitalisme mondialisé, vous ne servez à rien, quoi. C'est la critique portée entre autres par Frédéric Lordon qui parle en ce moment dans son bouquin Vivre sans. C'est une discussion qu'on a ensemble depuis un moment. Et du coup, moi, la proposition que je fais dans le livre et qui pour l'instant est à peine esquissée, j'ai pas grand-chose d'autre à en dire, mais j'essaye quand même d'évoquer quelques voies par lesquelles des îlots de résistance fédérés impactent le fonctionnement de l'État, quoi. Et de dire qu'il ne s'agit pas du tout de créer un monde parallèle qui évoluerait de façon étanchement séparé de l'État-nation, mais qui serait en interaction perpétuelle avec lui. Et là, pareil, je me base sur le travail des archéologues, des anthropologues qui nous apprennent que depuis que des structures apparentées à nos États modernes existent, en gros, si on remonte à 30 ou 40 000 ans en Asie et plus tard en Égypte et dans plein d'autres endroits, ils ont toujours dû cohabiter avec des fédérations de territoires autonomes. Les États, si on les définit comme des endroits où le pouvoir a été en partie capturé par un petit groupe de personnes ou une personne, et ce qui permettait des organisations à très grande échelle, sans doute, il y a eu toujours une cohabitation, et cette cohabitation était souvent belliqueuse, mais parfois pacifiée, et pour le coup, elle permettait des phénomènes de régulation, ne serait-ce que parce que les gens avaient l'option de quitter les États. C'est-à-dire que quand un État devenait un peu trop pénible en termes de conscription, notamment, quand ses ambitions guerrières étaient un peu trop pénibles, les gens le quittaient.
Et cette possibilité-là de se barrer est déjà une force politique en soi, quoi. Et donc là, si on avait ne serait-ce qu'un plan B, c'est-à-dire une capacité, si ça réduisait un petit peu le chantage à l'emploi, le chantage l'outil de domination principal qui pèse sur nous, bien avant la répression militaire, c'est notre dépendance au marché, encore une fois. Et si on pouvait affaiblir un tout petit peu ça, déjà, on reprendrait de la puissance. Ensuite, ces îlots, c'est des lieux de formation, de reconstruction des savoir-faire collectifs, des savoir-faire à la fois liés à l'autonomie matérielle et à la prise de décision collective, qui sont des savoir-faire dont on a été très largement dépossédé. Et donc, si il y avait des territoires de ce type-là, avec des circulations de population entre les deux, ça serait des lieux de ce que fait tout à fait la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui a servi de berceau au soulèvement de la Terre, par exemple, et qui continue à nourrir un certain nombre de luttes en cours. C'est quand même un endroit pour sortir du théorique, quoi, pour que ça devienne du réel, des savoir-faire qui ne sont pas juste lus, mais mis en pratique avec toutes les difficultés, évidemment, qui vont avec. Et ces îlots, enfin, c'est encore une fois pour ça que le terme îlot ne convient pas, sont aussi des bases arrières pour organiser des formes de résistance, des actions offensives. Donc il y a un certain nombre de voies par lesquelles des fédérations de territoires autonomes ne laisseraient pas du tout l'État inchangé, quoi. Ça serait des outils de transformation de l'État. Et c'est là qu'on revient à la question du début. C'est que pour résoudre les pinces désespérantes dans lesquelles on est entre une hypothèse social-démocrate qui ne fonctionne plus et un renversement révolutionnaire auquel personne croit, c'est reprendre petit à petit en main certaines institutions d'État, notamment la sécurité sociale, notamment certaines dimensions de l'éducation, depuis un extérieur, quoi, depuis un point d'appui extérieur. Donc ce qu'il s'agit de penser, c'est vraiment toutes les voies par lesquelles des fédérations de territoires semi-autonomes, même de puissance très modeste, serviraient de levier de transformation de l'État. Et pour ça, à mon avis, alors sans doute que Edgar Morin a été traumatisé par des phénomènes de bureaucratisation contre lesquels il faut évidemment se prémunir. Hein. Mais le Chiapas est organisé quand même à relativement grande échelle et les institutions sont encore fluides. Enfin, il y a quand même des méthodes qui sont connues pour entretenir une fluidité institutionnelle tout en ayant une puissance à relativement grande échelle. Et s'il faut choisir entre Caribe et Silla, j'ai quand même l'impression que gagner en puissance est plus important que de risquer la l'ossification bureaucratique en interne, quoi. Oui, il y a une question ici. Ah, il y en a une ici, ok. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur votre référence tout à l'heure aux agriculteurs et plus particulièrement les maraîchers qui auraient besoin de main-d'œuvre urbaine totalement incompétente. Mais vous évoquiez des freins sur le fait que ça pourrait être un travail, entre guillemets, dissimulé. Je voudrais savoir quels sont ces freins, mais aussi la possibilité de les lever. Enfin, vous disiez que parfois ça fonctionne. Et dans quel cas ça fonctionne ? Je ne suis pas du tout assez au point pour répondre. Je sais que c'est un des contre-arguments qu'on nous avait soulevé quand on a commencé à réfléchir à ça pour le festival de Die, et que des personnes ont dit non mais il y a plein de statuts possibles, il y a des statuts associatifs, il y a plein de façons d'organiser un espèce de bénévolat agricole sans que ça passe pour du travail dissimulé. Mais il y a peut-être il y a plein d'autres structures semi-instituées. Il y a notamment des initiatives que je connais très mal, mais qui fleurissent un peu partout, qui relèvent de la sécurité sociale de l'alimentation. J'ai reconnu quelqu'un dans la salle qui contribue à ces initiatives, s'il veut peut-être nous dire deux mots, parce que ça, pour le coup, c'est quand même une idée qui est extrêmement porteuse de retrouver l'esprit de ce qu'a été la sécurité sociale de la santé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de fédération de caisses de solidarité à l'échelle nationale. Et là, l'idée, ça serait et qui était à ses débuts quelque chose en grande partie autogéré et qui permettait une certaine autonomie du domaine du soin vis-à-vis du marché et de l'État. Et donc là, il s'agirait de créer des structures du même type liées à l'alimentation avec des systèmes de cotisation et de conventionnement, ou de la même manière que les caisses de sécurité sociale désignaient l'argent qui arrive sur la carte vitale, c'est ce qu'on appelle de la monnaie marquée, c'est-à-dire c'est de l'argent qu'on ne peut pas dépenser n'importe où. C'est pas un équivalent universel comme l'argent ordinaire, c'est un argent que tu peux dépenser que dans le domaine du soin et au niveau des structures, des produits, des médicaments qui ont été désignés collectivement comme éligibles
à ce dispositif-là, quoi. Et donc un équivalent sur l'alimentation potentiellement a une puissance politique gigantesque, parce que bon, déjà on crée des réseaux indépendants du marché, on crée potentiellement un revenu stable et décent pour tous les agriculteurs du coin, et on crée des dispositifs d'éducation populaire où les gens seront invités à débattre collectivement de quels produits seront conventionnés, qu'est-ce qu'on veut favoriser. Et sauf que ça fait partie des structures qui sur le papier sont très belles, mais qui doivent affronter un nombre incalculable de barrières administratives et législatives, si bien qu'il y a certains territoires qui ont complètement abandonné l'idée de passer par la voie légale, et comme à Rennes, il y a des réseaux de tous les greniers des soulèvements de la terre qui ont une des dispositions auxquelles travaillent les soulèvements de la terre en ce moment, c'est-à-dire de créer des réseaux alimentaires qui soutiennent les luttes, les squats, les territoires en lutte, mais en essayant de court-circuiter le plus possible les institutions, avec la possibilité de ravitailler les grèves notamment, et du coup de créer du lien entre le monde ouvrier et le monde paysan, et d'autres initiatives qui ont un pied plus ou moins profondément enfoncé dans les institutions existantes. Mais du coup, je ne sais pas si tu veux dire un mot, Romain, pour parler de... Oui, du coup, je travaille sur une caisse commune inspirée de la sécurité sociale alimentaire en Ariège. Et déjà, merci pour le bouquin, parce qu'il est vraiment cool. À la fois le fait que l'insurrection armée et la prise du pouvoir par les urnes sont impossibles l'un et l'autre. La première, parce qu'on n'a pas d'armée. Et la deuxième, parce que même quand la gauche gagne, il suffit d'un coup de fil de Bernard Arnault pour que Macron nomme quelqu'un d'autre. Donc, non mais c'est vrai. Donc il y a la nécessité de construire un à côté qui soit désirable, et c'est ce qui a profondément manqué lors du Covid, où on s'est un peu tous excités sur le fait qu'il fallait absolument un monde d'après. Au final, il n'y a pas eu de monde d'à côté ni d'après. On a repris comme avant, mais en pire. Et donc maintenant, vu la situation politique actuelle, nationale ou internationale, on a quand même le vice-président américain qui fait des saluts nazis, la vidéosurveillance algorithmique qui s'étend partout, les agriculteurs, dans 10 ans, il y en a bientôt plus si on ne change pas radicalement, le Mercosur qui est signé, c'est-à-dire qu'on passe définitivement d'une agriculture vivrière pour nourrir les territoires à une agriculture d'exportation pour que les Allemands puissent envoyer leurs bagnoles en Amérique latine. Donc il y a vraiment nécessité de faire complètement autrement et de proposer un d'à côté qui soit désirable en autonomisant les besoins vitaux du marché, donc se nourrir, se loger, se soigner, se vêtir. Toutes les initiatives qui vont dans le sens d'autonomiser ces besoins-là du marché sont à soutenir et surtout à aller s'y investir, parce que les idées, Alessandro, tu es un intellectuel, tu écris des bouquins, tu fais circuler des idées. On n'a pas besoin de 500 000 intellectuels en France. Au bout d'un moment, je pense que les gens de gauche, il faut aussi qu'on se mette en mouvement et qu'on se mette en action, et arrêter de pinailler sur des détails de est-ce qu'il faut une coordination, pas une coordination, est-ce qu'on appelle ça la transition, la bifurcation ou la bascule, je sais pas quoi. À un moment donné, il faut faire et vraiment y aller très concrètement. Comme tu l'as dit, en gros, les caisses communes alimentaires, ça repose sur les mêmes principes que la sécurité sociale. Ça s'adresse à tout le monde à égalité. C'est financé selon les moyens de chacun pour que tout le monde ait la même chose. Et l'argent qui est mis en commun, on décide de son usage collectivement. Si on est 5000 à mettre de l'argent en commun dans une caisse et à dire ça ne soutient que des producteurs locaux, eh bien les producteurs locaux auront cette manne d'argent-là chaque mois qui sera garantie. Et donc on sort ça du marché de la loi de l'offre et la demande. À propos des freins juridiques sur le fait d'aller travailler au champ, etc. Je pense qu'il y a aussi un moment donné où il faut s'affranchir du juridique. C'est-à-dire que la loi, ça a toujours été un rapport de force. Avant, le droit de grève, c'était interdit. Il y a eu des grévistes, puis après, le droit de grève a été autorisé. Là, si on fait rien, il va re-être interdit. Sur le fait d'aller travailler au champ, l'État garde son pouvoir d'une légitimité aussi. C'est-à-dire que si on est 400 à aller dans les champs faire du bénévolat, ils ne vont pas arrêter 400 personnes. Donc je pense qu'il y a aussi un moment où il faut vraiment se mettre en mouvement. À Toulouse, il y a 4 caisses de sécurité sociale alimentaire qui ont besoin de renforts, qui ont besoin de militants, qui ont besoin de gens qui ont du temps et de l'énergie, des idées. Ça s'appelle caissealine-toulouse.org. Et vous qui êtes tous, j'imagine, toulousains, toulousaines, rejoignez-les, quoi. Allez cotiser, allez travailler, allez rencontrer les producteurs, allez tisser des réseaux de solidarité, parce que franchement, si là maintenant on fait rien, dans 5 ans c'est le fascisme en France pour de vrai, quoi. Donc tout ce qui est construit, sur lesquels on pourra prendre appui pour la résistance, c'est maintenant qu'il faut y aller, parce qu'après ça risque d'être trop tard. caissealim-toulouse.org. Merci beaucoup. Ça permet justement il y a des choses qui renvoient vraiment au livre d'Alessandro, effectivement. C'est un prolongement, un écho important. Et est-ce que d'autres personnes veulent partager ? Je pense que là, il a été soulevé aussi la question des intellectuels. Et plus largement, moi, c'est une question que je me suis posée en lisant le livre, c'est la place des scientifiques.
Et comment on articule ça? Est-ce qu'on bifurque et qu'on se dit il y a certains secteurs scientifiques dont on n'a plus besoin, on fait autre chose? Ou est-ce que depuis l'institution, on essaye justement d'articuler ça avec des collectifs, des territoires, des luttes? Et c'est une des réflexions qu'on a au sein de l'atelier d'écologie politique de Toulouse, justement. Donc il y a aussi ce type de démarche, c'est-à-dire que depuis son propre métier, son champ de métier, on peut aussi penser ces articulations dont parle Alessandro dans son livre. Il y a une question ou une remarque? Bonjour, merci déjà pour cette conférence. Moi, du coup, je suis étudiante à Jean Jaurès, donc là, je vais rentrer en thèse normalement sur les questions notamment du travail, et je trouve qu'on n'en aborde pas beaucoup. Et là, c'est vrai qu'on parle beaucoup du travail paysan. Je suis moi-même petite fille de paysan, donc je connais un petit peu le milieu. Et je trouve qu'en fait, il n'y a pas que ça à repenser. Je trouve que c'est vraiment tout le modèle économique. Et je trouve que la question de l'écologie dans le travail, elle est très peu posée. Et je trouve qu'on devrait s'organiser aussi au niveau du travail, mais pas que paysans. Et justement, faire le lien justement avec les intellectuels, je suis d'accord. Et je suis aussi d'accord qu'il y a peut-être trop d'intellectuels aujourd'hui en France, et notamment dans le monde de manière générale. Donc voilà, si j'ai une question, c'est sur le travail, est-ce que vous avez des perspectives ou pas du tout? C'est évidemment parmi ces concepts parapluies qu'il s'agit de redécouper, et bien sûr que sur des territoires autonomes, la distinction entre travail et loisir et tout un tas d'autres choses est beaucoup plus poreuse que ce qu'elle est devenue dans le monde salarié. Et par contre, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur c'est toujours cette espèce de demi-affrontement éternel dans les mouvements révolutionnaires de est-ce qu'il faut s'appuyer sur le monde ouvrier ou sur le monde paysan. Enfin, c'est un peu marrant, mais là c'est vrai que là on a l'impression que la crise écologique vient donner un argument supplémentaire pour dire que et la question des attachements au territoire. Là, quand on parle si on a raison de croire que dans les attachements au milieu de vie et au non-humain, il y a une force politique parce qu'il y a des affects humains élémentaires qu'on n'a plus l'occasion d'éprouver, et qu'il y a en creux une puissance politique là-dedans. La base de tout ça, c'est quand même le travail de subsistance de la terre. Donc c'est quand même de là que ça démarre. Et donc il y a quand même, après 2 siècles de mouvements socialistes qui mettaient l'autogestion ouvrière au centre du mouvement révolutionnaire, ça ne veut pas du tout dire qu'on en sort. Il y a des exemples, là en Italie notamment, de reprise en autogestion d'une usine de voitures qui va réorienter sa production vers des transports en commun écologiquement propres, etc. Donc c'est sûr que tout ça reste absolument pertinent, et que l'une des vertus des initiatives type sécurité sociale de l'alimentation ou tout ce qui touche à l'alimentation, c'est de faciliter ces liens-là entre résistance paysanne et résistance ouvrière. Et encore une fois, c'est anecdotique, mais par exemple, le réseau de ravitaillement des luttes liées au soulèvement de la terre à Rennes a créé des liens, des ponts comme ça. Encore une fois, en termes de nombre et de puissance, c'est marginal, mais ça a quand même la vertu d'exister, paysans qui faisaient des dons pour les caisses de grève pendant la manif des retraites, et ensuite des ouvriers sont venus prêter main forte au champ. Quand ça, même si c'est quelques dizaines de personnes, quand ça se produit, c'est quand même assez encourageant. Et si on veut garder l'idée que la crise écologique ouvre une fenêtre affective et politique, que c'est celle-là qui est déterminante en ce moment, il y a quand même une attention particulière au travail paysan et au travail de la terre à donner, et à la possibilité notamment de le déspécialiser. Enfin, c'est ça le concept d'oscillation saisonnière, c'est dire il ne s'agit pas de dire qu'on va tous devenir paysans à temps plein, déjà, mais par contre que chacun, au moins au niveau décisionnel, par exemple, parce que caisse de sécurité sociale de l'alimentation, où on va contribuer à décider collectivement vers où on oriente le conventionnement, ça fait qu'on met un pied, ne serait-ce qu'au niveau des décisions prises dans l'activité maraîchère et paysanne de son territoire, alors que pour l'instant ils sont complètement isolés et personne n'a la moindre idée en général de ce qu'est la situation des paysans de son territoire à côté de chez soi, quoi. Et j'ajouterais juste que, en fait, s'il y a cette focalisation sur la subsistance, c'est aussi que très concrètement, si on arrête d'être tributaire des fossiles, des énergies fossiles, si on arrête les engrais, si on arrête donc les tracteurs, les engrais, etc.,
pour avoir des rendements et pour cultiver, il va falloir énormément de main-d'œuvre, en fait. Énormément. Donc, c'est pas juste aller filer un coup de main que certains d'entre nous y aillent, mais il va falloir une vraie réappropriation de ce travail-là comme étant le travail central. Parce que si on mange pas, on peut aussi faire d'autres choses. Mais je pensais, en fait, en écoutant tout à l'heure Romain, que l'habillement, enfin, voilà, ce qu'on met sur les vêtements, c'est quand même quelque chose dont on n'est plus du tout dans l'autonomie. Là, je pense que c'est clairement... Je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit sur se mettre au travail. Et bon, moi, je suis un petit peu sociologue, démographe à mes heures perdues. Et on est en train de vieillir massivement. Et des gens qui ont de la force pour le travail, il y en a de moins en moins. Ce qui pose la question de la migration. Et qu'est-ce qu'on fait de l'afflux de la jeune force de travail qui arrive. Et donc, qu'est-ce qu'on peut penser les perspectives sans penser la question migratoire. On a compris qu'on ne pouvait pas la penser sans la question sociale, mais voilà. Énorme question et qui pose aussi le travail dans le... Parce que là, quand je parle de monde agricole, j'ai tendance à évoquer par défaut les paysans installés, mais il y a tous les ouvriers, tous les ouvriers agricoles. Et là, il y a c'est un impensé, même dans la Confédération paysanne. Il y a une force politique gigantesque à cet endroit-là qui, pour l'instant, n'est pas du tout travaillé politiquement par nos mouvements. Et c'est évidemment une lacune gigantesque. Il y a l'association A4 qui... C'est un peu comme on me rendit tous le Chiapas quand on nous demande mais où est-ce que ça marche votre truc. Là, il y a une association qui est née sur la ZAD, aussi sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est encore une fois, ça confirme l'idée que ces zones refuges sont quand même des berceaux qui égrènent et qui font des petits un peu partout. Et c'est une association qui a été lancée par des sans-papiers qui sont réfugiés à Notre-Dame-des-Landes à un moment où il y a eu une évacuation massive d'un squat à Nantes et un certain nombre, c'était pas du tout leur idée à la base évidemment de se retrouver chez des zadistes, c'était pas du tout leur but quand ils ont quitté leur pays, mais là en l'occurrence contraints et forcés ils y sont retrouvés et pour certains d'entre eux ça s'est extrêmement bien passé et là aussi il y a une histoire de quels sont les savoirs qui sont valorisés. C'était une population qui avait un rapport à la terre, à la culture, à la subsistance infiniment plus développé que les populations européennes et qui d'un coup s'est retrouvée dans un collectif d'humains où ces savoirs-là étaient ce qui était le plus valorisé et tout le monde était hyper curieux et d'un coup ce qui était presque honteux ailleurs sur le territoire, là devenait une espèce de richesse sociale à mettre en avant et du coup ils ont créé cette association qui s'appelle A4 et qui vise à trouver des manières de permettre soit le travail, soit l'installation paysanne de personnes immigrées, éventuellement sans papier, qui auraient cette velléité-là, plutôt que d'essayer de trouver désespérément des emplois au black dans les villes. Donc il y a des tentatives, mais pour l'instant, évidemment, c'est anecdotique. Mais bien sûr qu'il faut tu as tout à fait raison, il faut se saisir de cette question-là de façon beaucoup plus organisée que ce qu'on fait pour l'instant, quoi. Bonjour. Alors moi, je me posais une question relative au droit. Moi, je suis étudiant en première année à l'UT1, donc l'Université Toulouse-Capitole, et il y a un master en droit de l'environnement qui est proposé. Et du coup, je me dis qu'il y a sûrement du travail à faire aussi au niveau du droit et que petit à petit, ça peut aider aussi à changer les choses via la jurisprudence, etc. Voilà. Et deuxième point, je me suis mis à faire un potager chez moi parce que j'ai la chance d'avoir un jardin dans la périphérie de Toulouse. Et je me demandais s'il y avait parce que je me disais qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont des jardins qui manquent de lien social. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y avait des associations, des initiatives qui consistait à aller peut-être chez les personnes âgées, des jeunes qui aiment bien le jardinage, peut-être une rémunération, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle viendrait, qui consisterait du coup à faire des potagers et à créer des liens avec ces personnes-là. Voilà, je ne sais pas si ça existe déjà, juste je me pose la question. Certainement, mais sur la question du droit, bien sûr que ça reste
ça reste fondamental. Ben là, la lutte contre la 69, c'est le boulot des avocats, des juristes, de tous les bénéficiaires, ça a été monumental, ça a été un travail vraiment... et le levier du droit fonctionne encore un peu, de moins en moins, là, évidemment. Après l'expérience de la 69, l'État prépare une loi pour contourner un certain nombre de recours juridiques que les luttes territoriales peuvent déposer. Donc c'est un outil qui sera de moins en moins puissant, mais pour l'instant, il l'est encore. Faut évidemment en profiter. Et ce que disait Adeline sur les scientifiques vaut évidemment pour les juristes. C'est que là, dans l'hypothèse que je propose, il est tout à fait clair que ça ne pourra pas venir que d'une auto-organisation populaire. Le mouvement des Gilets jaunes a montré que quand quelque chose sans alliances dans les structures de pouvoir déjà instituées, tu te fais juste balayer sur le terrain militaire, et c'est absolument impossible, évidemment. On n'est pas le Chiapas, tu vois, le Chiapas, ils ont une forêt pour se cacher, enfin, en plus c'est de plus en plus dur pour eux, mais là les conditions sont absolument pas réunies pour qu'on puisse défendre des territoires juste par la force. Donc évidemment, c'est incontournable de tisser toutes les alliances possibles avec les structures de pouvoir déjà instituées, et avec dans le domaine du droit, dans le domaine des scientifiques, dans le domaine avec les mairies, qui est vraiment un échelon fondamental, avec les départements, les Comcom, en sachant que on peut quand même imaginer que à la fois la fascisation en cours et le mépris des gouvernements pour la crise écologique commencent à créer un malaise quand même assez persistant dans un certain nombre de sphères de pouvoir. Alors pas dans les plus hautes sphères, où on sait que ça fonctionne comme un tamis à sociopathe et ensuite une cellule de radicalisation qui ont fait des individus avec lesquels, évidemment, il n'y aura pas de... Disons, le désir de se maintenir au pouvoir l'emporte sur tout autre affect. Donc là, il n'y aura pas d'alliance, ou alors de façon marginale. Et s'il y en a, il faut évidemment être capable de les saisir. Mais en tout cas, il y a une espèce de zone grise extrêmement épaisse dans tous les corps intermédiaires de l'État, dans un certain nombre d'entreprises, de fondations, de communes, de régions, où des personnes... malgré tout, garde quelques atomes, quelques chromosomes d'humanité et vivent pas très bien la situation, en ont peut-être marre de se faire engueuler tous les soirs au dîner par leurs fils et leurs filles adolescentes qui leur braillent dessus parce qu'ils font de la merde et qui pour l'instant sont encore fidèles à l'état de droit, se disent oui mais c'est moins pire que le fascisme, on résiste quand même, et à un moment vont entrer en résistance, et on aura et là il y a sans doute une petite inflexion à donner au réflexe de la gauche radicale et se dire il va falloir faire preuve d'une grande sensibilité stratégique pour aller chercher tous les endroits qui peuvent à minima nous apporter une protection, quoi. Là, c'est en train de se produire à Turin avec la Scatasuna, qui est un squat historique de Turin qui tient depuis 30 ans, qui joue le rôle de centre social, de centre culturel à Turin, que le gouvernement Meloni essaye évidemment de faire disparaître, et c'est le maire de Turin, qui pourtant est de droite, qui le défend, quoi. Enfin, il y a des alliances comme ça très improbables, et il va falloir être extrêmement sensible à ça, parce que c'est par ces alliances verticales-là qu'on va trouver à minima des formes de protection, et on imagine dans des lieux où il y a encore un pouvoir décisionnel, où les gens vont se rendre compte que par la voie descendante, par les propositions de loi, par le plaidoyer institutionnel, ils obtiennent absolument plus rien, et que la seule option qui semble fonctionner un petit peu, c'est de protéger des initiatives territorialisées, par exemple rendre possible une initiative de type sécurité sociale de l'alimentation dont le Romain vient de parler en Ariège, où apparemment, ce que tu me disais hier, c'est qu'il y a eu un certain alignement de planètes institutionnelles qui a permis l'émergence de ça, et que dans d'autres régions de France, des initiatives du même genre ont capoté parce que justement les institutions leur ont mis trop de bâtons dans les roues, mais qu'on imagine que de plus en plus, on va avoir des espèces de dissidents qui restent en poste, mais qui seront prêts à faciliter ce genre d'initiative-là. Et maintenant, pour l'alliance personnes âgées, jeunes, j'imagine qu'il y a plein de trucs. Là, ce que tu disais, ça m'a fait penser à la ZAD des Lentillères à Dijon. Il y a un endroit, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est complètement hallucinant. C'est une ZAD de 10 hectares urbaine, et qui ont sauvé des jardins ouvriers de la construction d'un écoquartier. Et du coup, maintenant, c'est des petits jardins. Quand tu arrives là-dedans au printemps, c'est que tu te dis, c'est pas possible que ça soit minoritaire, ce truc-là, quoi. C'est tellement évident que c'est un bien-être incomparable, parce que dans ces potagers-là, pour le coup, viennent cultiver des légumes, tant des personnes âgées que des classes des lycéens du coin, que des travailleurs sans papier, et tout ça se mêle autour à la fois de culture maraîchère et des innombrables fêtes et activités collectives qui se passent dans cet endroit-là, quoi.
les Lentillères à Dijon. D'autres. Alors, en fait, je dis mécaniquement question, mais c'est très révélateur. C'est pas forcément des questions, en fait. Vous pouvez partager des choses. Enfin, vous n'êtes pas obligé de poser une question. Vous pouvez juste, discuter avec nous. Ouais, moi, je veux bien partager une chose et puis une question derrière. Juste une chose, c'est juste j'étais quand même en vrai un peu choqué par la prise de parole tout à l'heure sur la sécurité sociale de l'alimentation, pas sur le projet en lui-même. Hein. Moi, je trouve que c'est une super initiative, qu'il faut le défendre, mais c'est plutôt sur ce truc de rejet intellectualiste, enfin pourquoi pas, mais de se dire il faut faire, sinon dans 5 ans on va être bouffé et qu'il il faut pas se poser de questions. Enfin, ça ressemblait un peu à ça. Moi, ça me semble ultra dangereux. Et notamment enfin, la critique sur la mise en réseau versus bureaucratisation. Je pense que ça, typiquement, c'est un peu des acquis qu'on a, en fait, de l'histoire des luttes, de faire gaffe à la bureaucratisation de nos alternatives, nos mouvements sociaux. Je prends un exemple moi, que je trouve très marquant pour faire le lien d'ailleurs avec ce qui a été dit à propos des possibilités libérales des mouvements écolos. Le bouquin dont on cherchait le nom au début, c'est Égologie de Aude Vidal, je pense, au Monde à l'envers. Moi, en 2018, j'avais, avant les Gilets jaunes et pendant les Gilets jaunes, j'avais comme plein de gens de ma génération la tête dans les luttes de territoire. Dans les luttes écolo locales, Victoire de Notre-Dame-des-Landes, association de malfaiteurs à Bure, et il se trouve que en même temps il y a une autre écologie sur laquelle moi j'avais pas les yeux à l'époque, donc tous mes camarades n'avaient pas les yeux, c'est l'écologie institutionnelle entre guillemets, avec des structures qui se sont historiquement bureaucratisées, Greenpeace, les Amis de la Terre et le réseau Action Climat particulièrement sur ce coup-là. Pourquoi je parle de ces trois-là ? C'est parce que au moment des Gilets jaunes, les Gilets jaunes, c'est parti de la taxe carbone. Hein. Il faut savoir que les ZFE et la taxe carbone, ça vient aussi de ces structures-là. Et donc, c'est pas simplement des dérives de comportements ou individuels d'écologistes comme pointé dans le bouquin d'Aude Vidal. C'est pas non plus, comme tu as rebondi dessus, seulement l'écologie gouvernementale qui va faire une écologie qui va aller dans son sens. C'est aussi que cette écologie gouvernementale, elle a été nourrie à un moment par des propositions pourries de la part de camarades, je mets ça entre guillemets quoi. Au milieu des Gilets jaunes, le réseau Action Climat, il continuait à défendre ce genre de mesures, sans voir, et là, justement le côté écologie versus classe populaire à un niveau national et pas simplement à un niveau local. C'est, à Paris, la convergence n'a jamais eu lieu. À Toulouse, ça a été un peu plus simple à régler. Bref. Je peux rebondir là-dessus. Tu tiens la deuxième moitié de ta question. C'est fondamental ce que tu dis sur les grosses ONG. Et quand je parlais qu'il nous faut une attention vraiment extrêmement fine pour éviter de donner matière à tout ce qui est perçu comme à la fois du mépris de classe et une intrusion lointaine et autoritaire sur ce qui reste de mode de vie populaire. Là, on est en plein dedans et pour le coup, j'échange beaucoup avec Bloom en ce moment, qui est une grosse ONG de défense de l'océan et qui est en train en partie de tomber dans les mêmes écueils et notamment en défendant en menant un certain nombre d'actions qui se met à dos le monde de la pêche dans son ensemble, y compris le monde de la pêche au petit métier, des pêcheurs traditionnels. Et au lieu de faire passer une ligne de conflictualité dans le monde de la pêche qui opposerait le grand chalutage qui détruit tout aux pêches beaucoup plus durables des petits métiers, ils les soudent entre eux. Au lieu de faire émerger un équivalent de la Confédération paysanne dans le monde de la pêche, ils créent un ennemi commun. Et là, toutes les fois qu'il y a un bureau de l'OFB qui se fait incendier par des pêcheurs ou des agriculteurs, ça démontre la catastrophe politique dans laquelle on est et qui provient, entre autres, d'actions pas du tout réfléchies de la part de grandes ONG comme ça. Et à mon avis, un des symptômes, il y a deux causes à ça. La première, c'est juste que c'est en général tenu par des gens qui sont... Bloom, c'est tragique de ce point de vue-là, qui ont un habitus bourgeois extrêmement puissant, qui croient absolument pas à la puissance populaire et qui restent
parce que ça les arrange aussi, complètement prisonniers psychologiquement du mythe social-démocrate. Bloom, toutes ses actions, c'est du plaidoyer aux institutions, c'est de ne passer que par les structures de pouvoir les plus haut placées, en essayant ensuite d'obtenir des interdictions, du chalutage, etc. Sauf que là, les discussions que j'ai avec Claire Nouvian en particulier de Bloom tient à ça, de dire ça c'est terminé, vous ne pourrez plus gagner comme ça ne peut plus passer par là. Bien sûr que c'est tentant de se dire il y a beaucoup plus de pouvoir institué au Parlement européen que dans les collectifs de pêcheurs en Méditerranée. C'est sûr que c'est tentant de passer par là où il y a du pouvoir. Sauf qu'aujourd'hui, le plaidoyer seul, si tu n'as pas un moyen de faire peur aux classes dominantes, tu n'obtiendras rien. Et ce qui fait peur aux classes dominantes, c'est les mouvements populaires. Et donc, si tu n'arrives pas à créer une alliance entre eux, il faut les deux. C'est-à-dire qu'un mouvement populaire, style gilet jaune, il se fait dévaster aussi. Il faut qu'il y ait des personnes, donc des intellectuels bien entendu, qui sont capables de porter des propositions de loi au Parlement européen et qui peuvent s'appuyer sur des mouvements populaires qui font peur aux classes dirigeantes. Et là encore, on peut se référer à l'histoire et à sans doute une des plus grandes victoires de l'histoire récente, qui commence à plus être tout à fait récente, mais le vote du régime général de la sécurité sociale à la sortie de la guerre. Il y avait à la fois des mouvements populaires organisés, un déjà là sur lequel s'appuyer, un ministre du Travail, pour le coup, Ambroise Croizat, ancien leader syndical, et quand il a voulu faire voter le régime général de la sécurité sociale, évidemment levé de bouclier général du grand patronat, de l'oligarchie, qui comme d'hab disait mais non mais c'est pas le moment, il faut relancer économiquement la France, on verra. Et il a eu ce discours incroyable en disant en substance, vous me demandez d'aller expliquer aux ouvriers qui vont encore devoir attendre quelques années pour être bien soignés, n'oubliez pas qu'ils sont 5 millions et qu'ils ont gardé leurs fusils. De dire, si vous ne faites pas passer ça, je vous préviens, on ouvre les vannes et vous allez prendre cher. Et là, sur la mer, les actions de Bloom, quand ils vont porter des propositions de loi sur les quotas de thon des mafias de thoniers en Méditerranée, s'il y avait une menace de blocage de tous les ports de Méditerranée par les pêcheurs au petit métier, c'est sûr que leurs propositions seraient entendues avec une oreille toute différente. Et donc là, il y a vraiment cette convergence-là à trouver. Je ne pense pas du tout que la prise de parole sur la SSA, il s'agissait de dire que les intellectuels servaient à rien. Mais c'est vrai que c'est le même petit désagrément dont j'ai parlé au début. C'est que là, multiplier les conférences et les propositions théoriques, quand en face, ça va si vite, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'un peu pénible. Mais par contre, je te rejoins sur le fait qu'à minima, les intellectuels servent à garder trace de l'histoire, des erreurs qui ont été faites par le passé, notamment l'ossification bureaucratique qui a fait dériver tant de mouvements révolutionnaires, et au moins de rappeler au mouvement révolutionnaire, de dire méfiez-vous, cette voie-là, elle a déjà été empruntée, il y a des gros écueils, et les écueils sont ça, ça et ça, et c'est des choses à discuter collectivement. Tu avais une deuxième partie. Oui. Oui, en tout cas, je veux surtout pas opposer les deux. Je sais pas s'il y a trop d'intellectuels. En tout cas, je pense qu'il y a peut-être trop d'intellectuels qui veulent pas mettre les mains dans la terre. Et c'est une chose différente. Vous arriverez à tomber d'accord sur cette proposition. Voilà. Et du coup, moi, dans ce que j'entends, du coup, ça va avec le discours de la subsistance qu'à Toulouse, je pense qu'on connaît bien parce qu'on a notamment notre Aurélien Berland local qui pousse cette paroisse-là, que tu as évoqué en filigrane tout à l'heure, il me semble. Et du coup, la question de la subsistance, elle va avec l'accès à la terre. On sait qu'il y a, je crois que les chiffres, vous dites si je dis une bêtise, c'est un département par an ou tous les 5 ans qui se fait artificialiser. Et du coup, moi je suis d'accord avec le fait de créer des réseaux de lieux, de coopératives, de maraîchers pour arriver à tenir, et notamment pour arriver à faire vivre nos grèves, nos luttes et compagnie. Mais en réalité, on voit bien que ça va à l'agrandissement, que les dynamiques lancées style reprise de terre pour parer l'énorme transmission de terre qui va avoir lieu d'ici 10 ans. Je ne sais pas où ça va, mais je ne suis pas sûr qu'on soit en mesure de récupérer, je ne sais plus, je crois que c'est un tiers ou la moitié des terres au niveau national qui risque de partir à la FNSEA. Du coup, moi, la question de la résistance, de la subsistance et des alternatives,
pour utiliser un grand mot général, je le vois comme un truc qui permet de freiner, quoi. Mais du coup, mais je sais que je pense en tout cas que ça ne va pas aller à l'agrandissement. Moi, je ne crois pas à la question de la tache d'huile. Je donne des cours de temps en temps dans un master pour des étudiants qui vont bosser dans des coopératives. Et du coup, l'histoire des coopératives, on voit bien ce qu'elle fait, quoi. Il y a la question de la tache d'huile et de la multiplication des alternatives. Moi, c'est quelque chose auquel je ne crois pas. Et je ne crois pas que les perspectives à venir vont vers... du coup, qu'on arrive à garder des territoires, pourquoi pas, mais je ne crois pas que ça va s'agrandir. Du coup, si c'est juste freiner, et freiner, c'est très bien, hein, c'est une bonne chose, c'est quoi la perspective si ce n'est pas les élections, ni le soulèvement? Oui, j'ai dit que moi je propose une espèce de synthèse, c'est-à-dire il s'agit de continuer à penser le renversement révolutionnaire, de continuer à avoir une stratégie électoraliste pour essayer quand même de... Attends, t'as dit tout à l'heure le renversement révolutionnaire auquel plus personne ne croit plus. Ah, pardon. Ça, mais alors non, si j'ai dit ça, je me suis laissé emporter. C'est que on peut pas compter que sur lui, quoi. On peut pas miser notre avenir politique là-dessus. Mais j'ai surtout dit, ça pour le coup, j'en suis sûr, que si on veut avoir la moindre chance qu'il se passe bien, pour le coup, qui ne fasse pas lieu d'une récupération du pouvoir, de la puissance révolutionnaire soit récupérée par une entité de pouvoir qui soit encore plus aliénante que celle qu'on connaît aujourd'hui, ce qui a été le cas, ça a été le destin des révolutions arabes, par exemple, c'est-à-dire faute d'aller jusqu'au bout de la rénovation institutionnelle, les postes de pouvoir laissés vacants ont juste été réoccupés par des structures de pouvoir tout aussi aliénantes que celles qui ont été destituées avant, et qu'il y a beaucoup trop d'écueils pour tout miser sur le renversement révolutionnaire. Mais par contre, il fallait continuer à le penser, et si on voulait espérer que si jamais il se produit, s'il se déclenche, qu'il ne se passe pas trop mal, on aura besoin de territoires fédérés, ne serait-ce que pour tenir le choc, pour avoir si on jette à bas un certain nombre d'institutions par lesquelles on se nourrit, on se soigne en ce moment, il va falloir des trucs alternatifs pour tenir au moins la séquence de transition, et surtout avoir des structures déjà organisées qui peuvent servir d'ossature au processus de reconstruction institutionnelle. Et dans le même ordre d'idée, si on veut continuer à croire à la prise de pouvoir par les urnes d'un gouvernement qui serve à quelque chose, et qu'ensuite il tienne en place et on puisse le surveiller, parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est qu'il garde sa ligne offensive. Là aussi, il y aura besoin de territoires organisés. Donc, quelle que soit l'hypothèse à laquelle on croit, les territoires seront déterminants sur sur la tournure que prendront les événements, quoi. Et maintenant, c'est pas l'hypothèse de la tache d'huile, parce qu'effectivement, empiriquement, on voit bien que la tache d'huile fonctionne pas, quoi. Mais par contre, c'est peut-être pas un phénomène de tache d'huile, ni tout à fait de renversement révolutionnaire, mais d'ouverture ponctuelle de fenêtres politiques, c'est-à-dire des moments où ça tangue vraiment, où on a une ambiance pré-insurrectionnelle, comme ça va forcément se reproduire et forcément réarriver dans des séquences type Gilets jaunes ou mobilisation des agriculteurs niveau ++, c'est-à-dire où vraiment l'État est sous pression et où ça tangue, on a quelque chose à demander qui n'est pas le renversement global. C'est-à-dire là, il y a un moment où ça s'ouvre, où l'oligarchie a peur, où ils sont prêts à lâcher des trucs, et on ne va pas arriver avec une proposition de loi, on va dire, voilà, en fait, ces territoires-là, on veut solidifier leur autonomie, et donc ça fait une espèce de but intermédiaire, parce que sinon, dans les moments insurrectionnels, je sais pas, peut-être tu l'as vécu, moi, il y a le deuxième samedi des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées, on se fait, en fait, on va rentrer dans l'Élysée, et là on se regardait, on fait, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir y foutre, surtout vu les conversations qu'on avait. Putain, mais en fait, c'est plus possible d'imaginer rentrer dans le lieu de pouvoir, et on peut pas compter que là-dessus, quoi. Et du coup, on a dans les moments de grandes ébullitions sociales, on a des buts intermédiaires de dire, voilà, il y a ces réseaux sur ces territoires, on vous demande une solidification instituée, une reconnaissance de l'existence de ces territoires-là, et essayer de grappiller comme ça, petit à petit, pas par une tache d'huile progressive, mais par à chaque fois, tous les temps d'années, et ça va évidemment, vu les conditions, se reproduire de plus en plus, des moments pré-insurrectionnels, on a quelque chose à demander, quoi. Ce serait plus cette voie-là que l'idée d'une tache d'huile spontanée où les gens séduits par ce qui se passe sur le territoire à côté se mettraient à faire la même chose. Et on est beaucoup à avoir pensé que pendant le Covid, pendant même les manifs des tracteurs, on n'était pas prêt à saisir cette fenêtre politique qui s'ouvre, quoi. Que si on avait une proposition un peu plus articulée à développer à ce moment-là, alors que là on partait dans tous les sens, tout le monde voulait faire des trucs, que l'idée c'est d'être un peu plus prêt pour savoir quoi essayer d'obtenir dans les moments où ça tangue, quoi.
Et c'est ça donc l'histoire à venir, c'est imaginer que voilà, c'est pas écrit et que tout est possible. Et donc dans ce festival, réfléchir sur le passé, c'est aussi ça, c'est réouvrir tous ces possibles non advenus, parfois de trajectoires, de propositions humaines, de sociétés qui ont vécu, et de sortir un peu de nos œillères. Et du coup, l'année prochaine, il y aura une demi-journée de maraîchage avec des rites hellénistes. Exactement, c'est ça. Merci encore à vous. Merci à Alessandro. Je vous signale aussi son blog qui s'appelle Puntiche, si ça vous intéresse, si vous avez envie de voir des planches. Il a un blog. Je signale aussi, merci à la librairie Ombre Blanche, que demain, la rencontre prévue avec Ioan Chapoutot ne sera pas avec Ioan Chapoutot, mais avec Emilia Kustova et Natacha Laurent autour de la Russie. Et je remercie les bénévoles aujourd'hui, Charlie et Agathe, pour cette rencontre. Merci. Il s'agissait d'une rencontre enregistrée lors de la 8e édition du festival L'Histoire à venir, du 15 au 18 mai 2025, conçu par l'Université Toulouse-Jean Jaurès, le Théâtre Garonne, la librairie Ombre Blanche et les éditions Anacarsis. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.